Toujours dans Smart Space, on va parler d'électronique embarquée aujourd'hui avec nos invités. Un dispositif autonome. Ils sont plus nombreux sur Terre que les ordinateurs et cette technologie est aussi présente évidemment dans le secteur spatial. Une industrie d'électronique embarquée souveraine pourrait être à elle seule un moteur d'innovation dans le secteur spatial. C'est en tout cas le sujet qu'on va explorer aujourd'hui avec nos invités. À ma droite, pour en parler, Édouard Lepape, directeur général de NanoExplore, pépite française de l'électronique, du spatial et de l'aéronautique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, François Sillon, directeur technique et numérique du CNES. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors d'abord, on va commencer peut-être par le b.a.-ba, si vous le voulez bien. Alors je sais qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui nous regardent, hein, évidemment. J'espère qu'ils nous le pardonneront, mais c'est important de replacer précisément cette technologie. De quoi on parle quand on parle de système embarqué et c'est quoi la fonction d'un système embarqué ? Un système embarqué, c'est tout simplement un système qui est, séparé du reste des infrastructures. Donc, par rapport à un ordinateur que vous pouvez avoir sur votre bureau et qui va être connecté via Internet à des serveurs, à des services qui peuvent être lointains, le principe du système embarqué, c'est qu'il est sur votre véhicule ou sur votre satellite et il doit fonctionner tout seul. Autonomie, c'est le mot-clé du système embarqué. Alors, autonomie, c'est une forme d'autonomie. C'est un petit peu différent de ce qu'on dit quand on parle de systèmes intelligents qui vont devoir prendre des décisions. Mais en tout cas, autonomie au sens où il doit avoir sa source d'énergie, il doit avoir la capacité de réaliser les traitements, d'accéder à ces données, de stocker éventuellement ces données. Tout ça sans faire appel à une communication particulière. Et alors, chez NanoExplore, c'est ce que vous mettez au point ? Alors effectivement, le système embarqué, c'est un mot très très large qui couvre beaucoup de domaines applicatifs. Dans le spatial, effectivement, il y a certains composants qui sont centraux dans tous ces systèmes embarqués et qui sont le cœur applicatif. Donc à partir de ces composants, en fait, l'équipement permet de faire la mission spatiale telle que définie. Et donc chez NanoExplore, on développe un des composants qui s'appelle des FPGA, qui est une sorte de processeur, qui est le cœur même de ces systèmes embarqués. Donc extrêmement important d'un point de vue applicatif. Évidemment. Quand on parle de conducteurs, semi-conducteurs, c'est totalement lié à cette technologie ou pas du tout ? Tout à fait. En fait, le semi-conducteur, donc le composant, est le cœur du système embarqué. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez n'importe quel... on va prendre un ordinateur qui n'est pas un système embarqué, mais qui est représentatif. Vous avez en fait le processeur Intel qui, derrière, en fait, est mis en œuvre par tout un tas de choses, dont les écrans, le clavier, les composants périphériques, pour qu'à la fin, l'ordinateur fasse ce qu'il doit faire. Et donc, ce composant central, c'est ce que chez NanoExplore, on développe. Donc, ces semi-conducteurs qu'on appelle des processeurs ou des FPGA dans le monde du spatial. Et quel rôle ont-ils dans le spatial ? On parle de toutes les applications, de toutes les technologies spatiales ? En fait, tout ce qui est réalisé à bord d'un système spatial va être contrôlé d'une façon ou d'une autre par un système embarqué. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà sur les missions Apollo, donc fin des années 60, il y avait de l'électronique embarquée, alors qui était pour beaucoup analogique. Et puis il y avait déjà du numérique avec un certain nombre de logiciels de bord, alors qui paraîtraient assez primitifs, mais c'est remarquable ce qu'on a réussi à faire avec des logiciels relativement simples. Et donc toutes les fonctions qui vont être traitées à bord, ça peut aller de la gestion thermique, par exemple, de savoir s'il faut refroidir certaines parties d'un instrument, la gestion de l'énergie, l'orientation des panneaux solaires, le pointage du satellite pour qu'il reste orienté, la capture et le stockage d'informations, par exemple pour un satellite qui fait de l'imagerie, les fonctionnalités de communication avec le sol, parce qu'à un moment donné, quand même, en général, on redescend de l'information. Donc toutes ces fonctions-là sont maintenant traitées par des systèmes numériques et donc reposent sur l'électronique et le logiciel embarqués à bord. Il y a plus de contraintes quand il s'agit de mettre au point ces technologies pour le secteur spatial ? Tout à fait. En fait, le monde du spatial est très particulier. C'est un monde beaucoup plus hostile que le monde terrestre, évidemment. Et notamment pour deux raisons. Le premier, c'est le niveau de radiation qu'il y a dans le spatial, en fait, a un très gros impact sur l'électronique. Donc, pour rendre un système embarqué fiable, ou en tout cas pour répondre aux besoins de la mission, ça nécessite beaucoup plus de contraintes et de prise en compte initiale du développement que sur un système terrestre. Et le deuxième sujet, c'est qu'évidemment, il y a des très grosses variations thermiques qu'on connaît tous dans le spatial. Et donc, ce qui impose aussi au niveau de l'équipement des contraintes beaucoup plus fortes que la plupart des systèmes embarqués terrestres. Oui, il y a la question, je crois, de la continuité de l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est un moment crucial qui dépend beaucoup des variations et des chocs que peut subir... Si vous avez... le problème dans le spatial, il y a énormément de contraintes, mais la première, c'est que vous n'avez pas de prise secteur. Malheureusement, vous ne pouvez pas brancher votre système embarqué sur une prise. Donc, vous avez le problème d'alimentation
radiation. Vous avez le problème des radiations. Donc évidemment, vous devez avoir un système qui résiste aux radiations. Vous avez une problématique après, effectivement, de dissipation. Vous n'avez malheureusement pas de ventilateur dans le spatial pour dissiper les composants qui consomment beaucoup, et ainsi de suite. Donc l'ensemble de ça fait qu'effectivement, vous avez des contraintes qui n'existent pas sur Terre. Donc un satellite est particulier, et pour autant, un satellite, aujourd'hui, s'approche un peu du même paradigme que les data centers, par exemple, en termes de besoin de calcul, besoin de performance, besoin de processing de données. Donc vous avez un monde qui a les mêmes besoins que sur Terre, mais avec des conditions environnementales qui sont beaucoup plus compliquées. Et on oublie souvent, mais une autre condition qui est particulièrement difficile, c'est que ces systèmes, pour les mettre en orbite ou les envoyer autour d'autres planètes, il faut les lancer. Oui. Et au moment du lancement, en termes de vibration, de choc et d'environnement mécanique, on soumet ces composants aussi à un environnement très hostile. Ouais. Donc il faut aussi que ça résiste à ça. Il faut tenir le choc. Et par ailleurs, les radiations, on dit il faut évidemment s'en protéger, mais on ne peut pas se protéger de façon magique des radiations. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les radiations vont accélérer le vieillissement d'une certaine façon, ou la probabilité de panne sur ces composants. Donc il faut d'une part, ça c'est ce que fait NanoExplore, faire un design de composants qui soit par design plus résistant aux radiations. Et une chose importante, c'est que les satellites qu'on met en orbite, évidemment, en général, on ne va pas les réparer. Il y a eu une exception majeure qui était Hubble, mais ce n'était même pas de l'électronique, c'était plus optique. Et on a des satellites, pour les satellites Géo, qui vont durer peut-être 15 ou 18 ans. Donc les contraintes qu'on a dans l'électronique terrestre, sur l'automobile ou autre, par exemple, où on met beaucoup d'électronique, en général, une voiture ne va pas durer 18 ou 20 ans. En tout cas, les voitures actuelles bourrées d'électronique ont plus de mal, à mon avis, à durer aussi longtemps. Mais aujourd'hui, on se pose la question de dispositifs spatial durables, c'est-à-dire qu'on se pose la question de faire sortir ces objets ou alors de pouvoir aller apporter pas un secours, mais en tout cas une maintenance à ces satellites. Et là, finalement, c'est peut-être un atout pour vous aussi dans le développement. Est-ce que vous rencontrez peut-être des acteurs du spatial qui vous apportent des solutions en termes de durabilité? Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de maintenance, comme on n'a pas... l'électronique spatiale est quand même basée sur l'électronique terrestre. Oui. Donc malheureusement, on a les mêmes procédés, on va dire. Donc c'est au niveau de la conception, au niveau des prises de marge pour le vieillissement des composants, etc. On est obligé de faire beaucoup plus attention dans les développements pour le spatial, et ce qui du coup est notre différenciateur majeur par rapport à des composants qui viendraient du monde commercial ou industriel. Oui. Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'offrir des composants où on certifie qu'il y aura un niveau de fiabilité exceptionnellement fort pour ces applications critiques dans ces milieux aussi hostiles. Et donc c'est ça notre valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'on se démarque vis-à-vis notamment des concurrents américains. Et alors c'est là qu'entre en jeu cette question de souveraineté. C'est un sujet que vous aviez envie d'aborder aussi tous les deux en venant sur ce plateau. L'idée, c'est que, et quand on parle de semi-conducteurs, on ne peut avoir que cet exemple de la crise des semi-conducteurs et se rendre compte à quel point on a besoin en Europe d'être capable de créer ces technologies dont vous parlez et que vous créez pour servir notre spatial européen. En fait, le monde, il est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de l'électronique embarquée sur les satellites viennent en dehors de l'Europe. Donc si demain, la géopolitique telle qu'on la connaît aujourd'hui change, il existe un monde où on ne peut plus faire de satellites, tout simplement. Donc si on ne maintient pas le savoir-faire sur le sol européen, on ne peut pas prétendre à une indépendance souveraine, en tout cas concernant la conception des satellites. Mais de manière générale, c'est vrai pour toutes les technologies avancées, que ce soit pour la défense, que ce soit pour tous les enjeux technologiques de demain sont malheureusement basés sur l'électronique. Donc c'est une pierre, c'est une brique de base nécessaire à partir du moment où on considère qu'on doit être indépendant sur l'ensemble de l'offre et de la conception du satellite. C'est une situation qui vous inquiète au CNES, ça ? Est-ce qu'on manque d'acteurs pour garantir cette souveraineté en Europe ? Alors, fort heureusement, on a beaucoup d'acteurs extrêmement dynamiques, type NanoExplore, il y en a d'autres. Donc, je ne dirais pas que la situation nous inquiète, par contre, c'est quelque chose qu'on surveille. Et donc, on regarde attentivement, parce que cette notion de souveraineté, il y a un élément de souveraineté qui est la souveraineté au sens de la capacité à défendre nos intérêts en tant que nation. Donc tout le domaine militaire, tout le domaine de nous prémunir éventuellement de risques particuliers au niveau du pays. Mais il y a aussi une souveraineté économique. Et donc si on est, entre guillemets, dans la main d'acteurs étrangers qui nous fournissent des composants indispensables, on peut être bloqué sur ces deux sujet-là, parce que par exemple les acteurs français du spatial qui sont extrêmement forts aujourd'hui, qui sont on a de très grandes entreprises, si elles n'ont plus accès à cette ressource, elles ne pourront plus non plus vendre des satellites à l'étranger, etc. Donc c'est la souveraineté économique et la souveraineté, disons, au sens plus sûreté. Les deux sont très importants. Donc nous, au CNES, par exemple, on fait plusieurs choses. D'abord,
on essaye d'analyser en permanence les risques qu'il peut y avoir sur le plan économique, donc en suivant, et on a ce qu'on appelle un observatoire du spatial aujourd'hui, où on regarde exactement ce qui se passe dans les entreprises. Et puis, on aide à l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs du coup sur ces technologies pour préparer les systèmes spatiaux de demain. Donc on porte à la fois une voix dans la politique spatiale française pour dire il est important de maintenir... Et elle est entendue, cette voix ? Elle est entendue, c'est un peu un challenge toujours de la faire entendre au bon niveau et dans les bons cercles, mais je pense que la voix du CNES est très bien entendue. Oui. Alors là, on sort du sommet du spatial et il y avait déjà des sujets forts, on en a parlé juste avant avec Jean-Marc Astorg. Quand on a des focus, et c'est vrai que l'Europe spatiale a tendance à fonctionner comme ça, réunissant 22 pays membres, quand on a des focus qui vont être les lanceurs ou la recherche scientifique, aujourd'hui les lanceurs, demain le vol habité, est-ce qu'on arrive à faire entendre l'importance sous-jacente de la croissance de secteurs comme celui de l'électronique embarquée? Oui, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur parce que, par exemple, on va citer la constellation Iris-Carré. Aujourd'hui, Iris-Carré a une volonté d'être complètement souveraine pour des problématiques de sécurité et tout ce qu'on peut lier à la souveraineté. Et en fait, l'électronique aussi, notamment sur la charge embarquée, est un élément de discussion majeur aujourd'hui sur la capacité ou non des Européens à fournir une solution souveraine. Et alors, est-ce que vous pensez qu'on est capable de le faire? Eh bien, aujourd'hui, à court terme, non, malheureusement. On n'a pas les composantes qui répondent aux besoins, on n'a pas le développer les technologies. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est de répondre à ces futurs enjeux des missions spatiales type Iris-Carré, type Galileo, etc., pour qu'on garde cette capacité, justement, quand c'est nécessaire, d'avoir une souveraineté sur ces technologies. Et NanoExplore, nous, on est effectivement aujourd'hui très présents dans toutes ces discussions au niveau européen, parce que c'est considéré comme un élément majeur maintenant de risque potentiel. Vous rejoignez cette analyse? Oui, et j'ajouterais que aujourd'hui, on a des systèmes qui deviennent de plus en plus compliqués. On commence à parler on fait plus qu'en parler, de constellations. On commence à lancer de plus en plus de constellations. Donc des systèmes qui vont aussi gagner en autonomie. Parce que quand vous pilotez une constellation, finalement, vous n'allez pas être sur un modèle point à point à partir du sol où vous nécessairement vous adressez chaque satellite. Donc on peut imaginer des communications intersatellites, mais plus d'autonomie dans les satellites, du contrôle d'orbite autonome. Donc tout un tas d'activités qui vont nécessiter des logiciels de vol ultra performants. Et ça, le développement du logiciel, il est aussi assez fortement dépendant du matériel sur lequel ce logiciel va s'instancier finalement. Et donc il est très important d'avoir des composants qui soient à la fois génériques, donc qui puissent s'adapter à tout un tas de missions différentes, mais qui soient aussi ultra performants. Et de ce point de vue-là, les solutions FPGA, je pense qu'effectivement c'est l'avenir. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour le spatial, parce qu'il faut bien voir qu'on peut envisager de modifier du coup l'architecture, y compris du processeur, quasiment jusqu'au lancement, voire même ultérieurement, voire même en l'air, en vol. C'est-à-dire avoir une espèce de satellite qui est quasi entièrement logiciel, reprogrammable et reconfigurable. Alors, donc là, ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Alors cette numérisation de plus en plus des charges utiles, des plateformes et des systèmes spatiaux, elle est déjà en cours, mais elle s'accélère et elle va se continuer. Et du coup, ça donne une opportunité, je pense, pour placer des acteurs et des développements technologiques entrant dans le domaine. Alors, vous parlez d'opportunités à juste titre. Il y a cet enjeu de souveraineté, mais il y a aussi ces opportunités commerciales. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IoT. Le spatial porte aussi ce sujet-là de l'Internet des objets. L'IoT va passer par le système embarqué indubitablement. Donc, ça veut dire aussi pouvoir ouvrir et créer une accélération sur ce marché-là, porter la croissance du secteur spatial en matière d'IoT par le système embarqué. En fait, il y a deux sujets. Les sociétés comme la nôtre, on a l'opportunité de s'appuyer sur le spatial pour développer des technologies de pointe dans l'électronique. Secteur qui, justement, on a bien besoin en Europe. Donc l'idée, effectivement, c'est après de trouver des synergies dans les applications pour essayer de couvrir un maximum de marchés et d'atteindre des tailles critiques qui nous permettent effectivement une innovation beaucoup plus rapide, beaucoup plus importante. Et le spatial aujourd'hui, et après il y a le deuxième sujet, c'est que le spatial, lui, est porté par un certain nombre d'applications qui sont en train d'exploser, puisque le spatial, en fait, va être au cœur de tous les sujets majeurs de demain,
que ce soit l'IoT, que ce soit la défense, que ce soit les communications, le réchauffement climatique, etc. Le spatial, donc les boîtes comme nous, évidemment, du coup, ont une opportunité beaucoup plus importante parce que le secteur spatial va exploser. Alors, on ira plus loin sur ces sujets-là, si vous le voulez bien revenir dans Smart Space pour aller encore plus loin. Je vous propose d'arrêter là ce Space Talk parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais s'il vous plaît, restez encore quelques instants avec nous. Ne partez pas tout de suite en face. On veut vous montrer aujourd'hui les images assez exceptionnelles du télescope Euclide, télescope européen, avant d'entamer sa mission principale, qui va être évidemment l'exploration de la matière noire. On vous montre ces images diffusées par l'Agence spatiale européenne. Et on se quitte sur ces magnifiques images. Merci à tous de nous avoir suivis. À la production, Lily Zalkin. Je vous dis à la semaine prochaine sur Bismart.